Parce que la loi de sécurité intérieure, vous ne l'avez pas votée, alors que, pour en revenir au débat précédent, elle prévoyait précisément un contrôle plus important sur les subventions données à un certain nombre d'associations qui dérivent. Vous ne l'avez pas voté. J'espère que là, vous le voterez. Non, mais caricaturez pas les choses. Non, je ne caricature pas les choses. Un texte de loi, vous avez des bonnes ça n'est choses, pas vous devriez un les ou voter. deux articles. Sur ces articles, quand nous pouvons nous exprimer, nous exprimons. Nous soutenons les initiatives lorsqu'elles sont intelligentes et qu'elles vont dans le bon sens. Derrière, on ne vote pas un texte de loi qui regroupe une centaine d'articles quand vous en avez deux simplement qu'elle vous a la fin des crédits de réduction des peines. Si effectivement ce texte-là est proposé, qu'il y a une réduction et une suppression de ces réductions de peine automatiques, c'est une bonne chose. Mais il y a déjà aussi des choses qu'on pourrait appliquer aujourd'hui. Par exemple, la responsabilité civile des parents. Elle n'est jamais demandée. Ça existe dans les textes aujourd'hui. On peut réclamer la responsabilité civile des parents. Évidemment pas la responsabilité pénale, elle est individuelle. Mais la responsabilité civile des parents, c'est-à-dire d'aller chercher les parents de ces mineurs pour rembourser la voiture, pour faire en sorte qu'ils soient aujourd'hui sanctionnés financièrement, on peut le faire. Ça n'est jamais fait. Ça, ce sont des décisions du parquet. Pour être sur le terrain, la plupart du temps, il n'y a plus de parents en face. Non, au bout de 13 ans, les parents sont responsables pécuniairement des dommages qui sont causés par leur enfant. Mais vous savez très bien qu'il n'y a plus de parents en face. Alors, il n'y a plus de parents. Mais si, soyons sérieux. Enfin, il faut voir la réalité en face. Quand vous recevez ces jeunes et quand vous recevez leurs parents, moi, ça m'est arrivé en tant qu'élu à plusieurs reprises, eh bien, les parents ne sont plus là. C'est clair. Donc, vous allez condamner les parents, mais comment? Par qui? Vous n'aurez jamais l'application. Allez, un dernier mot, Maître Laurent Hénard, et on passe au Covid. Deux choses. Moi, je partage le point de vue sur la réforme qu'engage le garde des Sceaux. Je crois que c'est bien de supprimer les réductions de peine automatiques parce que ça ne correspond pas évidemment à l'idée de justice, quoi. On est condamné par le tribunal en fonction de choses qu'on a faites. On est individuellement condamné. Puis il y a un système automatique qui fait qu'on sort plus tôt, voire on est quasiment entièrement dispensé. Il y a un deuxième sujet en revanche, c'est que j'en reviens toujours à ça parce que pour les radicaux, c'est le combat essentiel. C'est les moyens matériels et humains. Je veux dire, il y a des choses qui ne se résoudront pas par la loi. L'exemple, c'est la réduction des délais. Je veux dire, pour que les juges puissent vraiment juger dans des délais courts et pour que derrière, ce soit concret. Oui, c'est ça, parce que c'est bien de faire des textes. Ça veut dire qu'il faut être applicable. Ça veut dire que quand même, il faut mettre plus de moyens. Ça a été engagé depuis 2 ou 3 ans, mais on a un retard énorme sur les moyens donnés à la justice, tout comme on manque de moyens, par exemple, pour les centres éducatifs fermés. On sait tous que pour des mineurs, la prison de droit commun, on va faire simple, c'est pas forcément l'outil essentiel, parce que ils sont pris en main par des réseaux. En revanche, qu'il y ait une privation de liberté, qu'il y ait une sanction, et puis que derrière, il y a un essai de travail éducatif, mais discipliné, évidemment. Ça, c'est les centres éducatifs fermés qui existent depuis 15 ans dans la loi. Mais on n'a jamais eu, gouvernement successif après gouvernement successif, les moyens de vraiment en avoir le nombre nécessaire avec le personnel nécessaire. Allez, on aura l'occasion d'y revenir de toute façon. Merci, Maître Nabila Belaïdouni, d'avoir été avec nous dans un instant. Le docteur Simeka va nous rejoindre puisqu'on va parler du Covid avec la tension qui s'accroît dans les hôpitaux, de nouvelles hospitalisations, des taux d'incidence supérieurs à 400 voire à 500 par endroit, des chiffres qui inquiètent le gouvernement qui va faire une conférence de presse tout à l'heure. Conférence de presse, on l'a pris pendant cette émission qui est repoussée d'1 heure, c'est à 18h, ce sera finalement à 19h. L'état des lieux précis et concret, c'est tout de suite. Bon, est-ce que le moral est bon? Et tiens. Emmanuel Macron à la rencontre des soignants. Dans cet hôpital en région parisienne, le président de la République est venu se rendre compte par lui-même de la situation et des inquiétudes du personnel hospitalier. Il y a 1 an, c'était un truc extraordinaire parce que c'était la masse critique, quoi. Mais je pense que sans mentir, on n'a pas envie de revivre ça. Là, c'est vrai qu'on a une accélération qui est en ce moment très forte. Et je voudrais qu'on en parle. Et donc, simplement vous dire qu'on sera là. L'exécutif sera là, alors que chaque jour, la tension s'accroît dans les hôpitaux d'Île-de-France. Plus de 2000 nouvelles hospitalisations ces dernières 24 heures. Dans la région, le taux d'incidence du virus est désormais de 400 pour 100 000 habitants. Et les services de réanimation sont presque saturés. 96% des lits sont occupés. Des chiffres inquiétants qui poussent le gouvernement à envisager de nouvelles mesures. D'abord, la stratégie localisée reste la bonne stratégie. Elle permet de limiter de manière précise et proportionnée l'expansion du virus. Il a été décidé ce matin en Conseil de défense que des mesures supplémentaires seraient prises dans un certain nombre de territoires. Dans les prochaines heures, des concertations seront menées par l'État avec les élus locaux dans les régions Île-de-France et Hauts-de-France et dans les départements qui sont contigus à ces régions pour partager l'état de la situation actuelle, pour recueillir l'avis des élus locaux sur les différentes mesures qui sont envisagées. Alors, faut-il s'attendre à un nouveau confinement dans ces 2 régions?
Le gouvernement pourrait décider de l'instaurer uniquement les week-ends, comme cela se fait déjà à Nice ou à Dunkerque. Mais il envisagerait aussi un confinement strict la semaine. L'exécutif reste pour l'instant très discret sur cette question. Même la maire de Paris, parmi les premiers concernés, affirme ne pas avoir été consultée. Je n'ai absolument aucun élément. Nous devions avoir une réunion hier avec le préfet de police, préfet de région, ARS, qui a été annulé et reporté à demain. Et à ce stade, je n'ai eu aucun appel, ni même aucune information. De son côté, la présidente de la région Île-de-France déplore elle aussi ne pas avoir été consultée. Mais surtout, elle dénonce des décisions prises de manière opaque. Les Franciliens, ils ont avant tout besoin de visibilité et de prévisibilité. Ils ont besoin de comprendre ce qui se passe, ce qui va leur arriver, ne serait-ce que pour prévoir leur vie quotidienne et prévoir aussi leur vie professionnelle. Donc, il faut aujourd'hui freiner l'épidémie, il faut au maximum préserver l'économie. Voilà, alors c'est vrai que du recul, on a du mal à en avoir parce qu'on ne sait pas où on va à chaque fois et chaque semaine c'est un peu pareil. Docteur Daniel Simeka, bonjour, merci de nous avoir rejoint, médecin généraliste, on est toujours avec Jérôme Rivière du Rassemblement National, avec Maître Laurent Hénard, du président du mouvement radical Jérôme Dubus, membre de La République en marche. On ne sait pas où on va. On ne sait pas où on va. La même semaine, suspendre pour rien une campagne de vaccination et peut-être confiner, c'est un message sanitaire quand même assez illisible, oui. Vous avez le sentiment que c'est un échec de la stratégie du gouvernement, quand même, ce qu'on est en train de vivre là? Moi, j'aime pas les propos excessifs. On n'a pas d'exemple de gouvernement bis, donc on va pas forcément. Non, mais on a les autres pays. Mais oui, c'est quand même globalement pas terrible. Hein. Le pari d'Emmanuel Macron, c'était de rester ouvert, de continuer le plus longtemps possible. C'est un échec, ça. On le saura ce soir, si c'est un échec, si la décision est prise. Moi, je trouvais courageuse la décision du président le 29 janvier, je crois, de ne pas confiner. Le confinement, c'est catastrophique. Les Français n'en peuvent plus. Ils sont déprimés, ils sont pas bien, ils sont mal soignés. Ils sont mal soignés, ils sont mal diagnostiqués, ils renoncent aux soins. C'est une catastrophe, là. Déjà, c'est la catastrophe avec le couvre-feu à 18h, le confinement. Là, moi, je sais pas où on va sur le plan sanitaire. Donc, effectivement, mettre un peu, excusez-moi de l'expression peut-être forte, mais en prison 67 millions de Français pour empêcher de passer de 4000 à 5000 lits de réa, parce que depuis un an, on n'a pas augmenté la capacité en réa, la capacité dans les hôpitaux, parce que depuis 10, 15 ou 20 ans, effectivement, on a réduit l'offre de soins en France. C'est quand même assez navrant pour un pays comme la France. Mais docteur, est-ce que ce couvre-feu à 18h, qui nous rend une vie difficile, qui nous empêche de sortir, qui nous oblige à faire métro, boulot, dodo, est-ce que ce couvre-feu à 18h, là, on voit que c'est un échec? C'est évident. C'est un échec. C'est un échec. Alors, genre, on pouvait le deviner. Jérôme Dubus vous dit non. Mais non, si vous avez l'exemple, c'est un échec, on est en train de parler de reconfiner, c'est que ça marche les pas. chiffres de Nice, depuis qu'il y a... Non, je vous parle du couvre-feu à 18h. Mais c'est les deux. Mais non, oui, mais là on n'a pas les deux. Donc les deux sont appliqués. Non, mais depuis que vous 3 avez semaines, le on nous met un couvre-feu à 18h et depuis que vous avez le confinement le week-end, les chiffres, que vous le vouliez ou non, docteur, les chiffres dans les Alpes-Maritimes baissent. Jérôme Dubus, ma question, est-ce que vous savez très bien, Jérôme Dubus, ma question, c'est pas celle-là. Vous répondez à une question que je ne pose pas. Je vous dis, vous avez le droit, mais j'ai le droit de reposer la mienne aussi. Est-ce que le couvre-feu à 18h marche ou pas? Celui qu'on vit nous. Le résultat, c'est que ça ne marche pas, puisqu'on parle maintenant de nous rajouter du confinement le week-end. Le couvre-feu à 18h marche pas assez, c'est clair. Voilà, ça marche, mais ça n'arrive pas à monter les chiffres. L'Île-de-France, mais pas partout. Enfin, en Bretagne, les chiffres baissent. En Aquitaine, les chiffres baissent. Enfin, l'Île-de-France, il faut savoir raison garder. Ok, c'est un tiers de l'économie française et c'est 12 millions d'habitants. Simplement, ça marche pas, vous êtes d'accord? Simplement, il en reste 50 millions. Là, ça marche pas, vous êtes d'accord? 50 millions. Là, ça marche pas, vous êtes d'accord? Donc, il faut... Vous ne voulez pas y répondre. Si on reprend faire une période plus... La prochaine fois, je pose la question à mon mug, j'aurai plus de réponses. Depuis octobre à peu près, le couvre-feu a permis de passer de 20 000 cas par jour à 40 000, quasiment 40 000 cas. Ça a doublé. Donc,
à 20h, il y avait un effet de dissuasion qui pouvait intuitivement être compréhensible. À 18h, c'était évident que ça faisait un effet de compression et non pas de dissuasion. Et donc, c'était assez évident que ça ne pouvait pas marcher. De 20 à 40, c'est pas vrai. Enfin, bah si, les chiffres de nombre de cas par jour. Un plateau qui était de l'ordre de 20. Hier soir, il y a eu un pic, effectivement, globalement, nationalement, où on a frôlé les 40. Mais vous ne pouvez pas dire que la moyenne est. Alors, 40, je vous l'accorde, on est passé de 20 à 20, c'est donc pas un succès quand même. C'est pas un succès, mais c'est pas un échec. Jérôme Rivière, échec ou succès? Un échec absolu. Encore une fois, je donne quitus au gouvernement il y a un an, lorsqu'il décide du confinement, parce qu'on est face à l'inconnu. Depuis, il a fait tout faux. Il s'est planté avec les masques, on ne reviendra pas dessus, avec les tests, avec la politique vaccinale, en confiant à l'Union européenne la totalité du choix de sa politique vaccinale. L'Union européenne a échoué en tant que centrale d'achat, simplement, puisqu'elle est aujourd'hui incapable de fournir aux différents pays de l'Union européenne le nombre de vaccins dont ils ont besoin. Les autres pays, l'Allemagne, l'Italie, ont tous décidé d'avoir des politiques parallèles, en plus de celles de l'Union européenne. Aujourd'hui, Emmanuel Macron continue de s'y refuser. Et en un an, on n'a pas créé un seul lit. Comparons-nous à nos voisins. En un an, l'Italie a créé 20 000 emplois dans les services hospitaliers. En France, on n'en a pas créé. En 2010, pour lutter contre le N1H1, on avait créé 1000 lits supplémentaires, ce qui avait permis de faire face à cet engorgement des hôpitaux. On ne l'a pas fait en France. Il y a une obstination. Et moi, j'ai l'impression qu'il y a deux types de médecins. On entend des médecins qui sont des praticiens et qui viennent nous expliquer aujourd'hui, de toute façon, le confinement, ça ne marche pas. C'est mauvais pour les médecins qui sont sur le terrain, médecins qui voient des patients, et pas des médecins qui sont dans la théorie. Et vous avez des médecins administratifs, notamment à la PHP, qui sont en train de nous expliquer que ça ne fonctionne pas, parce qu'ils défendent en fait une administration de l'hôpital qui n'a rien à voir avec les soins donnés aux Français. Je voudrais qu'on prenne en direct avec nous Agnès Potier-Dumas, maire de Levallois-Perret. Bonjour Madame le maire, merci d'être en direct avec nous. Est-ce que vous savez ce qui va se passer pour vos administrés, pour votre ville, dans les heures qui viennent? Alors non, c'est toujours la même chose. À chaque fois qu'on se parle ou qu'on se voit, vous me demandez si on a des infos, on n'en a aucune. C'est-à-dire que nous, les élus locaux, on n'a absolument aucune information en amont. Donc là, on a rendez-vous demain avec le préfet à 10h30. Le préfet des Hauts-de-Seine nous réunit en conférence téléphonique. Mais encore une fois, on va apprendre ce soir à la télé à 19h par les annonces de Jean Castex ce qui va se passer dans nos communes en Ile-de-France. Mais ça veut dire quoi? Vous avez l'impression qu'il y a un mépris de la part des élus? C'est toujours la même chose. Est-ce que c'est du mépris? Est-ce que c'est de la désorganisation? Je ne sais pas ce que c'est, mais en fait, à chaque fois, c'est la même chose. C'est-à-dire que Valérie Pécresse le dit très bien. On a besoin d'anticipation, on a besoin de savoir ce qui va se passer et pas fonctionner sur du 24 heures à 24 heures. On a besoin d'un tout petit peu de visibilité. Alors oui, il s'accroche aux dernières informations ou aux dernières recommandations des différentes instances scientifiques, etc. Mais à chaque fois, c'est la même chose. C'est-à-dire que ça fait un an que le gouvernement nous annonce le jeudi pour le vendredi soir qu'on va être soit confiné ce week-end, soit pas confiné. On a vu complètement à vue, et ça c'est pourtant une des choses qui serait plutôt facile à faire, anticiper un tout petit peu, pas gérer du 24 heures à 24 heures, et malheureusement c'est à chaque fois la même chose, et dans tout. Oui, c'est ce que je disais hier d'ailleurs sur ce plateau. Hier, je disais, puisque le Conseil de défense était hier matin, pourquoi est-ce qu'on n'a pas eu les annonces hier soir? Au moins, on aurait au moins gagné 24 heures par rapport à ce qui peut se passer. Là, c'était à 18h, c'est repoussé à 19h maintenant. On ne sait pas pourquoi, il n'y a pas d'explication. Donc, c'est vrai que c'est toujours au dernier moment. Quel sentiment vous administrez aujourd'hui? C'est la même impression que vous, c'est-à-dire que tout se fait au dernier moment, en catastrophe? Ils sont inquiets. C'est bon, ils sont inquiets. C'est-à-dire que vous voyez, ça fait 48 heures qu'on en parle à la télé d'un éventuel confinement, reconfinement, le week-end, pas le week-end, quid des écoles, etc. Enfin, encore une fois, en termes de logistique de vie, en termes d'organisation de nos vies pour les familles, ceux qui ont des parents un peu loin, etc., ou les vacances qui arrivent, les parents commencent à essayer d'organiser les vacances de Pâques qui vont arriver. Est-ce qu'on va pouvoir partir à plus de 100 km, pas à plus de 100 km? C'est le flou, c'est l'incertitude et c'est très anxiogène. Pour nos administrés, c'est très anxiogène. Nous, à Levallois, on a commencé la vaccination et je pense que la clé, elle est là. La clé, c'est évidemment la vaccination, mais là aussi, sur le gouvernement, on sent que c'est quand même extrêmement poussif. On regarde en Angleterre, ils en sont à 23 millions de vaccinés. 23 millions de vaccinés et 5000 cas de nouveaux cas par jour. Nous, on n'en est à même pas 8 millions en France. Et les derniers chiffres nous disent 38 000 nouveaux cas de Covid en France ces dernières 24 heures. On voit bien que la clé, c'est la vaccination. Donc, à un moment donné, on peut faire tous les couvre-feux qu'on veut, tous les confinements, etc., tant qu'on n'aura pas vacciné massivement la population. Et ça, on le sait et c'est évident. On n'aura pas de résultats satisfaisants et on sera obligé comme ça de naviguer à vue avec confinement, durcissement, on ferme les salles de sport, on les réouvre, on ne sait plus.
c'est archi compliqué. Mais Agnès Potier-Dumas, une question encore, parce que moi, quand j'entends le gouvernement, il nous explique que les décisions sont prises en concertation avec les élus locaux. Il nous répète ça en permanence, que désormais on se parle avec les élus, qu'il y a des discussions. Là, vous me dites, moi, je vais me mettre devant ma télé à 19h ce soir pour savoir ce qui va nous arriver. C'est exactement ça. Alors, quand le gouvernement dit qu'il consulte les élus locaux, vous voyez, c'est assez intéressant. On parle typiquement de confiner l'Île-de-France. En Île-de-France, on a une organisation des élus locaux d'Île-de-France qui est l'AMIF, l'Association des maires d'Île-de-France, avec son président Stéphane Baudet. Hier, quand le président Macron a dit qu'il consultait les élus locaux d'Île-de-France et qu'il a consulté, qu'il a fait une visio avec ses élus, l'AMIF, l'Association des maires d'Île-de-France, a été totalement bypassée, n'a pas été consulté, le président n'a même pas été invité à cette visio. Donc voilà, le président a choisi quelques élus, probablement Macron compatibles, qui lui a dit ce qu'il avait envie d'entendre. Enfin, je ne sais pas comment ils s'organisent, mais encore une fois, voilà, on ne peut pas travailler comme ça. Il y a des organisations d'élus qui sont d'ailleurs totalement transpartisanes, ce n'est pas des associations politiques. Toutes les tendances sont représentées. Voilà, si le président veut vraiment consulter les élus locaux franciliens, il passe par la MIF. Enfin, c'est comme ça qu'on travaille. C'est pas, donc du coup, ça crée une espèce de crispation. Pourquoi il a pris celui-là et pourquoi il n'est pas passé par les instances officielles. Enfin, voilà, encore une fois, voilà, je profite d'être sur votre plateau pour vous parler aussi 2 minutes du cas de mon hôpital. On parlait tout à l'heure, vous parliez sur votre plateau des cas des lits de réanimation qui n'ouvrent pas. On ne sait pas pourquoi le gouvernement, visiblement, peine à ouvrir des lits de réanimation supplémentaires. Moi, à Levallois, j'ai un hôpital, l'hôpital franco-britannique qui fonctionne très bien, qui a demandé à pouvoir ouvrir des lits de réanimation supplémentaires. Il a eu l'autorisation pendant la première vague d'ouvrir 6 lits supplémentaires pour une période de 6 mois, et il a demandé à pouvoir prolonger d'avoir un prolongement de cette dérogation pour pouvoir continuer à utiliser ces 6 lits. Et le directeur général s'est pris un courrier de l'ARS lui disant non, fermez vos lits de réanimation parce que maintenant la première vague est passée, on n'en a plus besoin, donc vous les fermez. C'est totalement... C'est surréaliste. Vous savez réagir, le docteur Simeka? Écoutez, c'est comme d'habitude. Enfin, depuis que les agences régionales de santé existent, ce sont des freins à main serrés sur des wagons lourds et aucune locomotive ne peut... Et là, on marche sur la tête quand même. Mais totalement. Laissons les médecins particulièrement les médecins hospitaliers, gérer leurs lits. Ça s'est toujours historiquement passé comme ça. Quand on a des saturations en réa, c'est arrivé souvent, même dans le cardiovasculaire, ou quand il y a un carambolage sur une autoroute d'un seul coup, ça sature. Les médecins savent très bien dispatcher, savent très bien assurer, c'est-à-dire que le système de soins s'adapte à la situation des Français et non pas demander aux Français de bien vouloir avoir l'obligeance de s'adapter à un système de soins inadapté. On n'a rien appris pendant 1 an, en fait. Finalement, on se retrouve exactement dans la même situation. Merci Agnès Potier-Dumas d'avoir été avec nous, maire de Levallois-Perret. Oui, Jérôme Dubus, on n'a rien appris. Non, d'abord, je partage ce qu'elle a dit sur la consultation des élus. Il faut absolument que les associations de maires, et notamment la MIF, effectivement, soient consultées. Ça me paraît absolument indispensable. Dit Emmanuel Macron. Ben oui, et à son Premier ministre, bien sûr, mais ça me paraît absolument indispensable. Deuxièmement, sur l'affaire des lits, je rappelle que 1000 lits dans le secteur hospitalier privé, 1000 lits supplémentaires ont été ouverts. Ils ont été autorisés, ils ont bien été autorisés. Mais pourquoi on les refuse là? Ils sont à 2000, aujourd'hui ils peuvent monter à 4000, donc il faut les autoriser. D'ailleurs, moi je suis toujours surpris de voir que le secteur hospitalier public et le secteur hospitalier privé se regardent en chien de faïence. Ça va mieux là, ça va mieux. Oui, ça va mieux. Il n'y a que 25% des lits de réanimation dans le secteur privé qui sont utilisés. C'est pas normal. C'est pas normal. Par des administrations. Mais l'ARS, on n'a pas arrêté de dire que l'ARS c'est un échec total. L'ARS, ça ne marche pas. Ils ont été en dessous de tout depuis le début de ce confinement et on continue à nous dire mais l'ARS c'est formidable. Donc non, je n'ai jamais dit que l'ARS était formidable, mais parce que depuis des années, on a mis au centre du secteur de la santé la réduction des coûts. Et la réduction des coûts a été confiée à l'ARS. En France. C'est clair, excusez-moi, c'est un résultat catastrophique en France. Ah bah les ARS, ça ne marche pas. Non, mais même, enfin, dans les lits de réa, c'est un résultat catastrophique en France. Le nombre de lits de réa aujourd'hui, c'est catastrophique. Et c'est pour ça qu'on est confiné. Et c'est pour ça qu'on a tous ces problèmes. Et la souplesse des lits de réanimation pourrait être utilisée dans le Laurent Hénard. pas fait, je le regrette. Je voudrais juste rappeler le premier confinement à Nancy, dans ma ville. Voilà, moi, à l'époque, j'étais président du conseil de surveillance du CHU. Localement, on a doublé le nombre de lits de réa dans le CHU. Et parce que les élus avec le directeur de l'hôpital et les directeurs de clinique se sont mis autour d'une table, on a réussi à faire en sorte que la gestion des patients, alors en Covid, mais aussi ceux qui ne sont pas atteints de Covid, mais qu'il faut quand même soigner et qui peuvent libérer des lits dans le CHU, qu'on peut basculer en lit Covid, a été coordonnée. Et on a plus que doublé la capacité de respiratoire sur le site de Nancy. Voilà. Alors au début, il y avait plus de lits qu'il ne fallait. On a été content de les avoir puisqu'il a fallu accueillir des malades d'Alsace. Je vous rappelle qu'à Mulhouse et à Strasbourg, ça flambait. Voilà, je pense qu'à un moment donné, il y a un vrai sujet sur les initiatives de terrain.
rapidement analysé, rapidement approuvé, rapidement validé. Et cette idée surtout que le carcan ne peut pas être le même partout, ou plutôt que la réponse de l'administration, à partir du moment où c'est la même partout, ça devient un carcan qui étouffe des territoires dans lesquels on peut aller un peu plus vite. Ce que je me demande, c'est qu'est-ce qu'on a réussi depuis le début de cette crise? Excusez-moi, qu'est-ce que la France a réussi depuis le début de cette crise, docteur? Ah, à brûle pour point comme ça, on a réussi à survivre, on a réussi quand même à traverser cette période, mais bon, on n'a pas réussi grand-chose. Il a réussi à créer 1 million de pauvres supplémentaires. Non, mais mais si, c'est il faut le rappeler. On est le pays à ne pas avoir fermé les écoles. Oui, voilà, il y a une grande réussite, c'est quand même l'ouverture des écoles et des établissements scolaires. Ça, je pense que les enfants dans les générations à venir en bénéficieront. 10 semaines sans école. Et ça, quand on regarde au niveau européen, c'est un des rares pays. 10 semaines sans école en France, 30 semaines en Italie, 26 en Grande-Bretagne, qui nous donne aujourd'hui des leçons, 24 en Allemagne. 24. Ok, bon, Ouais, voilà. des leçons sur la vaccination, ça oui, la Grande-Bretagne. Des leçons globales. Ouais. On n'a pas, Ça, c'est on une n'a grande réussite. rien changé à la gestion budgétaire, exclusivement budgétaire de notre système de santé. La meilleure preuve, c'est qu'aujourd'hui, on continue, on évoquait à l'instant les ARS, de leur confier la gestion d'une crise. Dans un système gouvernemental, c'est le ministère de l'Intérieur qui est le mieux adapté pour pouvoir justement engager des conversations avec les élus locaux, pour pouvoir, autour du préfet et du maire, décider de la façon dont on ouvre des lits. Aujourd'hui, ça a été confié à l'ARS qui n'a qu'une seule vision, c'est faire en sorte que les lits soient aussi occupés que possible. Donc ça correspond bien à leur objectif d'avoir un système quasi à saturation. Et ça fait des années. Or, il y a un an. Si, leur objectif, parce qu'il est budgétaire, c'est que nous soyons quasiment à pleine utilisation des lits. Or, quand vous êtes à pleine utilisation des lits sans crise, ben ça fonctionne, sauf qu'il y a des crises. Et donc l'hôpital public aurait dû avoir une poche permettant de pouvoir faire face à cette crise. Ça a été fait en 2010, ça n'a pas été fait cette fois-ci. En tout cas, moi je veux bien qu'on dise qu'on a réussi des choses. Il y a un pays dont on pourrait prendre exemple, c'est Israël, par exemple. Israël, c'est le seul qui arrive à plus de 50% de vaccination. Oui. Le niveau européen de première injection, c'est à peu près 9%. Et nous sommes à 8,5%. Voilà. Bon. Donc, on est une exception. Mais pourquoi Israël fait mieux? Mais Israël fait mieux parce qu'ils ont commandé des doses massivement en les surpayant. Parce qu'ils n'ont pas le poids de l'Europe. Ils n'ont pas le poids de l'Europe. Parce qu'ils sont organisés de manière militarisée, vous savez, depuis longtemps, parce qu'ils sont organisés depuis... Parce que, un, ils ont surpayé leur vaccin, vous le savez très bien. Deux, ils sont passés sous les fourches codines de Pfizer en donnant un certain nombre Ok, mais aujourd'hui, 18 mars, ils réouvrent, ils ont réouvert le restaurant, ils ont réouvert... Après un confinement de 2 mois, très dur. Et nous, on parle de fermer. Oui, après un confinement très dur, et eux disent, pas connu. C'est bon, on a gagné. Je vous rappelle qu'en Israël, on ne pouvait pas se déplacer, il y a 15 jours encore, on ne pouvait pas se déplacer à plus d'1 kilomètre de chez soi. Oui, mais on s'en fout, à la limite, on s'en fout, parce que si on nous dit, c'est on la ferme... réalité. Non, excusez-moi, Jérôme Dubuis, si on nous dit, on ferme 3 semaines, on arrête de se déplacer, et derrière, on reprend une vie normale, je vous fais le pari ici que tout le monde dit oui. Et c'est ce que je souhaitais, moyen Le seul problème, c'est qu'aujourd'hui, on nous dit, on ferme, et on ne sait pas ce qui va se passer après. Et on va en être à notre 3e confinement. On va regarder le reportage de nos équipes en Israël, justement, puisque depuis 48 heures, la vie reprend là-bas. Vous allez voir, les images sont incroyables. Les bars sont ouverts, les restaurants sont ouverts, et bientôt, les discothèques vont également réouvrir. C'est un succès, Jérôme Dubuis. Bien sûr que c'est un succès. Regardez. Je le partage. Une scène qu'on croirait d'un autre temps, celui où la pandémie n'existait pas. Pourtant, elle s'est déroulée à Tel Aviv, il y a 48 heures. Depuis une dizaine de jours, les Israéliens retrouvent une vie incroyablement normale, grâce à une campagne de vaccination massive. En 3 mois, le pays de 9 millions d'habitants a vacciné plus de la moitié de sa population. Wow. C'est la 5 millionième. C'est une immense réussite pour l'État d'Israël. En fait, le premier pays à sortir du coronavirus. Il nous reste environ 1 million d'adultes de plus de 16 ans à vacciner. On estime que d'ici la fin avril, on aura vacciné tout le monde. Ce qui veut dire que l'on sera sorti du coronavirus.
55% de la population a au moins reçu une première dose et 47% une seconde. Un chiffre 13 fois supérieur à celui de la population française déjà vaccinée. Ces résultats ont permis la réouverture de certains commerces. Les bars et restaurants, hôtels, établissements sportifs et culturels rouvrent peu à peu. En Israël, nous commençons à sentir que la situation s'améliore. La sécurité revient, les taux d'infection diminuent, les restaurants ouvrent et vous pouvez sentir comme un air de printemps. Pour pouvoir profiter pleinement de ces activités, le gouvernement a mis en place un système de passeport vaccinal qui permet de se déplacer en fonction de son état de santé. Dans ce stade de Tel Aviv, ils sont quelques-uns à avoir pu assister à un concert. Seuls les Israéliens qui possèdent un passeport vert, confirmant qu'ils ont reçu 2 doses de vaccin, sont autorisés à y assister. Je suis vaccinée, j'ai reçu le 2e vaccin il y a un mois et c'est grâce à cela que je peux être ici aujourd'hui pour faire la fête, profiter, juste être heureuse. Quel succès, Jérôme Dubus. Mais bien sûr, mais c'est un succès qui n'est pas transposable. Ah bon, pourquoi? Mais non, c'est pas transposable. J'ai dit tout à l'heure... On aurait pu acheter les vaccins en plus de l'Europe, par exemple, il y aurait eu plus de vaccinés en France. Israël est en guerre, est un pays en état de guerre depuis 1948. C'est un pays qui est militarisé. Et donc, ils ont des habitudes qui ne sont pas les nôtres. C'est tout qui ne sont pas. Mais là, s'ils arrivent à faire ça, c'est juste parce qu'ils sont vaccinés. Mais bravo. C'est parce qu'ils sont vaccinés. Ça n'a rien à voir avec le... Mais non, il y a eu des restrictions de liberté qui sont terribles. Mais pas en France. C'est très bien. Beaucoup moins. Beaucoup moins. Regardez, renseignez-vous. C'est un emprisonnement. Quand vous avez un confinement pendant 2 mois en Israël où vous ne pouvez pas vous déplacer à plus d'1 kilomètre de chez vous, j'appelle ça un confinement extrêmement dur. On a vécu déjà 2 confinements. Le premier était extrêmement strict, extrêmement dur. Aujourd'hui, on vit un quasi-confinement en étant avec un couvre-feu à 18h. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas de restriction de liberté en France. Mais d'accord, mais on a des restrictions de liberté abominables. Et je voulais revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure. Le quoi qu'il en coûte d'Emmanuel Macron n'était pas une réalité. Parce que si c'était quoi qu'il en coûte, on aurait commandé des vaccins supplémentaires. On aurait pu acheter des vaccins un peu plus chers. Or, la seule chose qu'on nous rabâche tous les jours, c'est on l'a fait par l'Union européenne parce que ça coûtait moins cher. Eh bien, c'était la santé publique, c'est pas une question de coût moins cher. On aurait dû les acheter plus cher. Et par ailleurs, le bilan économique... économique... Castex, avant-hier, a expliqué que c'était un succès les achats de vaccins par l'Union européenne, je rappelle. Il était sur BFM, il a expliqué que c'était merveilleux. Quelle est sa crédibilité, Jean Castex, sérieusement? Il annonce un matin quelque chose, le lendemain, le président de la République dit l'inverse. Je le plains, je ne sais pas comment d'ailleurs il peut tenir dans cette situation de dire blanc il est crédible encore, Jérôme Dubus, sur Castex? Écoutez, moi je vous donne rendez-vous le 30 juin. Mais vous ne répondez jamais aux questions en fait. Alors, la nouvelle méthode, c'est de ne plus répondre aux questions en fait. Si j'ai ici, c'est pour répondre à vos questions. Alors, je vous donne rendez-vous. Il est encore crédible, Jean Castex, ou pas? Oui, bien sûr qu'il est crédible. Mais l'économie ne tient pas 3 mois et demi. Mais si, mais non, excusez-moi, je ne suis pas dans l'entreprise, je peux vous dire qu'aujourd'hui, les ventes sont en train de se casser la figure, parce que les gens sont inquiets. Si on n'a pas confiné, si on n'a pas refait un 3e confinement, c'est précisément à cause de l'économie, pour qu'elle fonctionne mieux. Quand vous avez un couvre-feu, vous avez moins 4%. Quand vous avez un vrai confinement, vous avez moins 8%, c'est-à-dire le double. Enfin, ça a joué dans les décisions. L'incertitude aujourd'hui, l'anxiété que reçoivent nos concitoyens parce qu'ils ne savent pas ce qui va être décidé, ça conduit à un manque de confiance dans notre avenir économique et vous avez moins de consommation. Vous avez des gens aujourd'hui qui disent comment on va tenir. S'il y a un nouveau confinement, comment je fais pour me payer, comment je fais pour pouvoir réaliser précisément ce qu'on a Docteur Simeka, sans reconfiner. Vous dites que ce sera bien quand vous fin avril, je donne rendez-vous fin juin d'ailleurs. Docteur Simeka, fin juin. Non, moi je suis fin juin, on aura vacciné 31 millions de personnes. Et fin juin, on pourra aller au restaurant ensemble après l'émission. Et c'est vous qui payez. Si les choses continuent de cette manière-là, s'il y a une politique systématique du parapluie pour tout, si on n'a pas accès au traitement, s'il y a toujours un freinage pour les nouveaux traitements qui doivent être évalués et qui ne le sont pas, on pense à l'étude québécoise, on pense à l'ivermectine, etc. Moi, je ne sais pas si ça marche ou si ça ne marche pas, mais pourquoi autant de lenteur? Si on continue... Alors, il y a l'arrivage des vaccins, mais il y a aussi la distribution des vaccins, parce que des vaccins, on en a quand même, on n'est pas à stock zéro. Là, cette semaine, moi j'ai déplacé 20 patients. Pour la semaine prochaine, je ne sais pas encore. Je vais passer mon temps à, si j'ai des doses, à leur passer un coup de fil en leur disant venez. Si j'ai pas de dose, à leur dire ne venez pas.
bien évidemment, les médecins généralistes n'ont que ça à faire. Donc moi, si les choses continuent sur ce train-là, je suis assez pessimiste sur la réouverture de nos libertés individuelles. Et je ne vois pas l'horizon à joindre. Laurent Hénard. On voit bien qu'on paye le retard pris sur la vaccination et aussi le dépistage. Dès le mois de novembre, un pays comme l'Allemagne, j'en suis voisin, a présenté les premières ébauches du plan de logistique sur les vaccins. Ils ont expliqué comment ils allaient faire. Ils ont mobilisé des réseaux différents selon que le vaccin type Pfizer est à conserver à très basse température, donc avec des sujets particuliers de distribution ou qui se conservent au frigo, où là, bien sûr, le médecin de famille, le pharmacien de quartier peut intervenir. Et puis, deuxièmement, les tests, je veux dire, on a un retard énorme aussi sur la politique de dépistage. Ce qui empêche aussi d'ouvrir des lieux, bien évidemment. Regardons dans les écoles comme les choses sont mieux maîtrisées depuis qu'on a développé des tests à hauteur de quelques centaines de milliers chaque semaine. Je veux dire, ça aussi, on avait des tests français, salivaires, homologués, disponibles sur le marché dès le mois de novembre dernier. Voilà. Donc il y a eu un retard sur ces deux outils qui sont des outils fondamentaux. Parce que la Covid ne va pas disparaître du jour au lendemain. On aura peut-être à vivre plusieurs années avec. Et si on veut tenir plusieurs années avec, il faudra régulièrement faire les rappels de vaccins, adapter le vaccin aux variants. Si ceux-ci deviennent résistants, il faudra pouvoir dépister dans les lieux publics. Et puis il nous faudra le pass sanitaire qui permet à chacun de dire s'il est vacciné ou pas, s'il a fait un test ou pas. Oui, mais ce sera un outil. Il n'y a pas de consensus. Ce sera là-dessus. Peut-être, mais ce sera un outil indispensable. Pour pouvoir se faire vacciner. Bien sûr, mais ça va avec. Tout le monde ne peut pas se Et faire vacciner. sur l'affaire de la vaccination, C'est trois mesures qui sont liées entre elles. Sur les chiffres que j'ai donnés tout à l'heure, 31 millions de Français vaccinés au 30 juin, ça veut dire qu'on vaccine 230 000 personnes par jour. Aujourd'hui, dimanche dernier, on a fait 66 000. Non, aujourd'hui, on est à 180 000. Oui. Hier, Dimanche on était à dernier, on a fait 180 66 000. 180 000 pour aller à 230 000. Oui, mais le dimanche avant, on avait fait 320 000. Donc, c'est la moyenne. On est à peu près dans cette moyenne de 200 000. Non, on est à peu près dans cette moyenne de 200 000. On passe de 300 000 à... Alors, AstraZeneca était une erreur. Moi, je le reconnais. Je ne pense pas qu'il fallait interrompre. Bon, mais 200 000 à 230 000 personnes par jour vaccinées, c'est tout à fait faisable. Allez, merci beaucoup à tous les quatre d'avoir été avec nous. On va continuer à parler d'hôpital, puisque dans un instant, je vais recevoir Noura Sahara. C'est une infirmière qui écrit « Hôpital, si les gens savaient » chez Robert Laffont. Avant de la recevoir, je voudrais qu'on regarde ce reportage, justement, CNews, sur l'efficacité du confinement. Est-ce que ça a été efficace le week-end à Dunkerque et dans le département du Pas-de-Calais? Reportage, et Noura Sahara me rejoint. En seulement 3 week-ends de confinement à Dunkerque, le taux d'incidence a été réduit de moitié pour s'établir à 515 cas